Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les éléments qu'on a reçus sur un roman policier au titre assez évocateur. Absolution pour un meurtre. Oui, bonjour. C'est un titre qui suggère déjà pas mal de choses, hein, au-delà de la simple enquête. On va essayer de voir ce qu'on peut tirer des infos qu'on a. C'est exactement ça. On a des bribes sur l'intrigue, les personnages, le contexte. L'idée, c'est de rassembler tout ça, de voir ce qui ressort, ce qui fait le cœur de cette histoire en fait. Une sorte de petite enquête sur le roman lui-même, à partir des indices qu'on nous donne. C'est une bonne image, oui. Alors, l'histoire, d'après ce qu'on lit, elle démarre fort. Très fort même. Ah oui, On est en banlieue parisienne, seconde moitié du XXe siècle. Et là, bam, une main. Une main humaine découverte dans une poubelle. ah oui, d'accord. Direct dans le vif du sujet. Ça plante un décor assez macabre d'emblée. Pas juste un corps, mais un morceau. Exactement. Et ça ouvre tout de suite la question, ok, où est le reste? Et c'est là que ça se corse, visiblement. Oui, j'imagine. Les infos disent bien que les autres parties du corps, elles sont pas retrouvées tout de suite. Ni au même endroit. Ah, Non, elles seront découvertes plus tard. Et surtout, éparpillées. Un peu partout dans le pays. ah oui, d'accord. Ça change tout pour une enquête. La dispersion géographique. C'est un cauchemar logistique. Bah oui, Ça transforme une affaire locale potentielle en un truc beaucoup plus vaste et complexe. Plusieurs scènes de découverte, pas une seule scène de crime. on imagine bien le casse-tête, oui. Identifier la victime déjà, rien qu'avec des fragments. Et puis comprendre pourquoi cette dispersion. Ça a un sens. C'est juste pour brouiller les pistes. C'est souvent une tactique, oui, pour retarder l'identification, compliquer le travail des enquêteurs. Ça demande une coordination énorme, des moyens. Et nos sources soulignent bien que c'est un défi majeur, dès le début. Absolument. Et pendant ce temps, des indices précieux peuvent disparaître. Le temps joue contre eux. Et donc, face à ça, et aussi, les sources le disent, un manque de preuves matérielles. Malgré des suspects potentiels, c'est ça. Oui, voilà, beaucoup de suspects potentiels, mais rien de concret. Du coup, l'enquête initiale, elle patine, elle s'enlise. C'est malheureusement assez classique dans les affaires très complexes, sans témoins directs fiables, sans l'ADN comme aujourd'hui peut-être. On a des soupçons, mais pas de quoi aller au tribunal. Et la conséquence logique est mentionnée, l'affaire est classée, Classé sans suite. voilà, elle rejoint la pile des cold cases, des dossiers non résolus. Et ça laisse toujours des traces, hein. Un sentiment d'inachevé, d'échec même, et puis des questions sans réponse, surtout s'il y avait une famille derrière. C'est une blessure qui reste ouverte, comme vous dites. Et apparemment, dans ce roman, elle va se rouvrir. Ah, Oui, parce que l'histoire ne s'arrête pas au classement de l'affaire. Le rebondissement, il arrive bien plus tard, 10 ans après. 10 ans, c'est long. L'affaire devait être oubliée. Probablement, oui, et c'est là qu'un personnage entre en jeu, un certain Hedley. Aide-les. Et on sait qui c'est? Oui, on a une description, c'est un concierge d'origine mauricienne. Un concierge. Intéressant. Souvent des observateurs discrets, les concierges. Et l'origine mauricienne, ça le place dans un contexte particulier, peut-être lié à ce qu'on verra plus tard. Tout à fait. Et ce Hedley, donc, un soir, les sources disent bien arrosé. Le détail est important. Parole libérée par l'alcool ou justement moins fiable? Bonne question. En tout cas, il parle. Il lâche des infos. Il dit qu'il sait des choses sur ce crime horrible commis 10 ans plus tôt. 10 ans. Pourquoi parler maintenant? Qu'est-ce qui déclenche ça? Juste l'alcool ou un remords, une pression quelconque? Et surtout, qu'est-ce qu'il sait exactement? C'est la grande question, évidemment, qui relance toute l'affaire. Et la question que posent nos sources, c'est qui est Hedley, au fond? Oui. Est-ce que c'est juste un témoin qui a gardé le silence pendant 10 ans, par peur ou autre chose? Ou est-ce que son implication est plus directe? Est-ce que ça pourrait être lui, le psychopathe sanguinaire, comme le suggère la formulation un peu forte qu'on nous rapporte? Voilà, l'ambiguïté totale. Et ça, c'est un ressort narratif très puissant, on imagine. Hedley devient le centre de l'énigme. Absolument. Il n'est pas seulement celui qui relance l'enquête, il en devient peut-être la clé ou le coupable lui-même. C'est fascinant. On sent que ça va être tendu autour de lui. Sa parole, c'est une promesse de vérité, mais aussi une source potentielle de fausses pistes, de manipulation, coupable du crime ou juste de son silence, ou les deux.
Et pour les enquêteurs, c'est un vrai défi. Comment on interroge quelqu'un comme ça après 10 ans? Comment on sépare le vrai du faux, le témoignage de la confession peut-être déguisée? Ça promet une belle partie de psychologie criminelle. D'autant plus que tout ça, ça se passe sur une toile de fond sociale qui est aussi décrite. On nous dit que la plupart des personnages qui gravitent autour de l'affaire sont des immigrés ou des enfants d'immigrés. Ah d'accord. Et issu du passé colonial français, c'est précisé. Oui, c'est précisé, issu pour beaucoup du passé colonial, ça ancre vraiment l'histoire dans ce contexte de la France postcoloniale, des banlieues parisiennes. Avec tout ce que ça implique comme parcours de vie, comme histoire complexe, comme lien avec l'histoire de France, ce n'est pas juste un décor, ça semble important. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un groupe homogène, pas du tout. C'est-à-dire? Les sources disent bien qu'il y a une vraie diversité de trajectoires. Certains ont réussi brillamment, et d'autres, je cite encore, mendient encore le droit à une vie décente. Il y a une vraie fracture sociale. D'accord, oui. Ce contraste est très parlant. Ça suggère que le roman va peut-être explorer ces dynamiques internes, les tensions entre ceux qui ont grimpé l'échelle sociale et ceux qui sont restés en marge. Oui, comment tout ce monde cohabite? Est-ce qu'il y a des passerelles ou au contraire des murs? On peut imaginer un microcosme assez complexe, oui, avec des réussites, des frustrations, des jalousies peut-être. Tout ça lié à l'héritage colonial, au parcours migratoire, c'est potentiellement très riche. Et ce qui relie tout ce petit monde, malgré les différences de statut, eh ben, c'est le crime. Ah, Oui, les infos insistent là-dessus. Directement ou indirectement, tous ces personnages, les successful comme ceux qui galèrent, ils ont un lien avec ce meurtre. alors là, le crime agit comme un révélateur, sans doute. S'il touche des gens si différents, c'est qu'il doit y avoir des connexions cachées, des secrets partagés, des choses souterraines qui lient tout ce monde, au-delà des apparences sociales. Une sorte de toile d'araignée, oui. Et le crime vient tirer un fil qui menace de tout faire s'écrouler. Ça ouvre des perspectives qui dépassent le simple qui a tué, non? Ah bah oui, clairement. La question devient aussi comment ce crime affecte différemment les uns et les autres. Est-ce que le statut social protège ou au contraire est-ce qu'il expose différemment? On est presque dans une cartographie sociale à travers le crime. Et il y a un dernier détail sur l'origine de l'histoire, qui ajoute encore une couche. Ah oui, laquelle? Apparemment, l'intrigue est inspirée d'un fait divers réel. Ah, d'accord. L'auteur aurait eu les infos par un ami, un enquêteur à la retraite, de la brigade criminelle de Paris, un ancien du 36, quoi. Ah, ça c'est intéressant. Ça ancre le récit dans une certaine réalité. La réalité du travail policier, des vraies affaires parisiennes. Et si c'est une affaire non résolue au départ, ça donne une gravité supplémentaire. La fiction qui s'empare d'une vraie tragédie, d'une énigme policière réelle. Oui, ça peut changer la façon dont on lit l'histoire, de savoir ça. Bien sûr, ça renforce l'immersion, mais ça pose aussi la question, quelle est la part de vrai, la part de fiction? Comment l'auteur a résolu ce qui restait obscur dans la réalité? C'est presque une mise en abîme. Bon alors, si on essaie de résumer un peu les points clés qui ressortent de tout ça, on a quoi? On a une affaire criminelle, horrible, complexe. Oui, une main, un corps dispersé, le cold case macabre par excellence, avec la difficulté de la dispersion en plus. Une enquête initiale qui échoue. Rideau. Puis, 10 ans après, le coup de théâtre. Hedley, le concierge mauricien, qui parle. Et qui devient immédiatement le personnage central, hyper ambigu, témoin, coupable. Ensuite, tout ça se passe dans un contexte social très marqué. Banlieue parisienne, immigration post-coloniale. Avec de fortes disparités sociales au sein même de cette communauté. Des réussites, des difficultés, un vrai microcosme. Et le point crucial, tous ces personnages, si différents soient-ils, sont connectés au crime, d'une façon ou d'une autre. Et pour finir, l'inspiration d'une affaire réelle, non élucidée au départ, racontée par un ancien de la crime. Voilà le tableau. Ce qui est vraiment frappant quand on met tout ça bout à bout, c'est comment tout s'imbrique. Le crime sordide, l'enquête à rebondissement, le témoin trouble, le drame social, l'histoire coloniale en filigrane, l'ancrage dans le réel, ça va bien au-delà d'un simple polar. Pour trouver le coupable, on est d'accord. Oui, on sent qu'il y a des thèmes plus profonds qui se dessinent. La mémoire, le poids du passé, la justice, légale mais peut-être aussi morale, les secrets. Et ça nous ramène au titre, justement. Absolution pour un meurtre. La question qui flotte au-dessus de tout ça, c'est peut-être pas tant qui a tué, mais plutôt qui cherche l'absolution.
Bonne question. Est-ce que c'est Headley pour son silence ou pour ses actes? Est-ce que c'est d'autres personnages? Est-ce que c'est la société elle-même qui a laissé faire, qui n'a pas su rendre justice au départ? C'est une question très forte, oui. Et est-ce que l'absolution est possible d'ailleurs? Après un crime pareil, après tant d'années? C'est sans doute ça, la vraie exploration du roman, au-delà de l'énigme policière. Une réflexion sur la culpabilité, le pardon, la rédemption, peut-être même l'impossibilité de tout ça. Peut-on vraiment obtenir l'absolution pour un meurtre? Et si oui, comment? Par qui? Voilà une idée qui risque de trotter dans la tête bien après avoir refermé le livre. C'est une excellente note finale pour notre exploration des éléments d'absolution pour un meurtre. Merci de nous avoir suivis.